Les Vases d'Ussé, tome 5, Jamais loin de toi, suite. Dimanche 2 novembre 2014. Éléonore avait fini ses asanas quand François vint la rejoindre pour la séance de méditation sous la varangue. Il s'installa dos à dos avec elle. La jeune femme sourit. Elle savait comment ça allait finir. Ils synchronisèrent leur respiration, puis le balancement de leur corps. Puis François se déplaça pour s'asseoir en tailleur face à elle et plongea son regard dans le sien. Cette fois, ce troublant échange des yeux dans les yeux déclencha un élan de passion chez Éléonore qui se jeta littéralement sur son mari, ravi de cette manifestation de désir exacerbé. Ils retournèrent au lit pour étancher la soif qu'ils avaient l'un de l'autre. Ils avaient encore les yeux si brillants lorsqu'ils allèrent prendre leur petit déjeuner qu'il était difficile d'ignorer ce qu'ils venaient de faire. Le serveur en était d'autant plus sûr qu'il avait entendu leurs cris de jouissance en passant auprès de leur bungalow. Le couple avait décidé d'aller jusqu'au cirque de Salazie. Ils avaient donc rejoint la route des Tamarins, puis la nationale 1 jusqu'à Saint-Denis, pour rattraper la rocade sud. Arrivés à Saint-André, ils prirent la direction de Salazie et commencèrent à grimper au cœur du cirque par la départementale 48. L'itinéraire suivait le cours de la rivière du Mât, et on voyait les adhérents des clubs de canoë-kayak et de raft faire des descentes. La route se frayait un chemin au pied de gorges fabuleuses, couvertes d'une épaisse végétation, d'où jaillissaient de belles chutes étroites et majestueuses. Éléonore fit remarquer à François la pancarte indiquant « Pisse en l'air ». Il n'eut pas besoin de traduction en voyant la chute d'eau. « Ces Réunionnais ont vraiment un langage très imagé, dit-il en riant. » Juste après ce pisse en l'air, ils virent de la route la cascade blanche. Salazie fut le premier village qu'ils rencontrèrent avec la seule station-service et les deux seuls distributeurs de billets du cirque. Les maisons étaient dispersées, comme si elles ne voulaient pas déranger la nature. Ils atteignirent la fourche qui leur permettait d'aller soit vers Grand-Îlet, soit vers Helbourg. Ils prirent la direction du premier et atterrirent dans un minuscule et charmant village qu'ils traversèrent pour aller jusqu'à Maramartin, un petit îlet au bout de la route. À la table d'orientation du lieu-dit La Croix, ils eurent une vue sur le Piton des Neiges, le Piton d'Anchin et le Ciment d'Ef. La mare à Martin, en fait un petit lac, leur offrit une jolie photographie avec le reflet d'une case dans l'eau, avec les montagnes derrière. En redescendant 700 mètres avant Salazie, ils bifurquèrent vers l'îlet Bananier, où ils laissèrent la voiture sur le bas-côté. Un sentier, derrière une ferme, les mena à une passerelle franchissant la rivière du Mât, puis au bout de 3/4 d'heure, au pied de la cascade du voile de la Mariée et ses chutes vertigineuses, non loin des champs de chouchous et des cressonnières. Il était 12h30 lorsqu'ils arrivèrent à Helbourg, une ancienne station thermale à plus de 900 mètres d'altitude, plantée au creux d'un paysage boisé et très vert. Ils garèrent la voiture et arpentèrent les rues à la recherche dans un premier temps d'un restaurant. Ils en trouvèrent un dans la rue principale, dans une jolie petite case colorée, où ils se régalèrent de poulet vanille, puis de bananes et d'ananas flambés, sans oublier le petit rhum arrangé sur une terrasse ombragée. François fut sensible au charme des maisons créoles typiques du village, notamment lorsqu'ils poussèrent le portail de la maison Folio, une authentique case créole, témoin de l'histoire de l'ancienne station thermale. Le style et le charme de l'époque coloniale perduraient à travers les lambrequins et les décorations géométriques. Main dans la main, ils déambulèrent dans les pièces de la maison, meublées principalement de meubles d'époque de style créole, en bois de couleur de la région. À l'extérieur, la cour créole, constituée de 3 petits bâtiments extérieurs, abritait les pièces d'eau, la salle à manger et 2 chambres d'amis. Le jardin tropical était un véritable écrin de verdure, rappelant l'art de vivre créole d'antan, avec son kiosque et sa fontaine des 3 Grâces, un bonheur pour la vue et l'odorat. Ce jardin luxuriant et savamment désordonné évoquait la nature réunionnaise. Éléonore et François, enlacés, se promenèrent entre le parterre des plantes à parfum ou aromatiques et le coin des plantes médicinales, puis dans le sous-bois de fougères géantes et de camélias où poussaient harmonieusement orchidées, anthurium, fougères, capucines, passiflore, bégonias, bambous, etc. Ils restèrent un peu à la traîne du groupe de visiteurs pour s'embrasser, cachés par les fougères géantes. En redescendant vers la rue principale pour récupérer la voiture, ils firent halte devant la villa Barrault, une demeure créole à pans de bois, avec une longère en moellon servant de cuisine et d'appentis à l'arrière. Un escalier de pierre menait à une varangue au fronton garni de motifs géométriques,
orné de lambrequins en bois et soutenu par 4 pilastres cannelés. À l'angle du jardin se dressait un kiosque dominant la rue passante. Chez nous, on a plutôt tendance à mettre ce genre de kiosque au calme, au milieu ou au fond du jardin, remarqua François. Tout dépend de l'usage auquel il est destiné. Les guétalis permettaient aux propriétaires de la maison de guetter, d'où leur nom, les mouvements de la rue sans être vus. Ils sont un peu inspirés des moucharabiés des maisons arabes de la côte kenyane et tanzanienne. Ils étaient surtout utilisés par les jeunes filles de bonne famille pour prendre l'air et observer sans être vus le va-et-vient des passants, mais aussi pour repérer un fiancé potentiel ou guetter leur amoureux. J'imagine bien la demoiselle lui balançant discrètement un billet doux pour lui donner rendez-vous dans un coin discret. « Ça t'émoustille, hein » lui susurra Éléonore en cherchant ses lèvres. « Là, c'est toi qui m'émoustille. » Il répondit à son baiser et l'entraîna vers la voiture à l'abri des regards. Mais il leur fallait trouver un coin tranquille, ce qui s'avérait difficile un dimanche, alors que les Réunionnais sont en balade et pique-niquent dans tous les coins. En redescendant de Helbourg vers la vallée, ils s'arrêtèrent à la mare à poules d'eau, une jolie mare attirant les oiseaux, comme les poules d'eau, d'où son nom, mais aussi un héron endémique de l'île. L'endroit était très joli, mais fréquenté par quelques familles venues y passer la journée, ou par les pêcheurs venus taquiner le tilapia. De Guerlas, ils joignirent Saint-André sur la côte au vent. Éléonore guida François jusqu'au Colosse, le plus grand temple tamoul de l'île de la Réunion, réservé aux fidèles. Seul l'extérieur pouvait être observé, mais ce temple tout en longueur, multicolore, orné d'une kyrielle de divinités, valait largement un coup d'œil. Ils prirent ensuite la route du retour, leurs ardeurs calmées pour le moment. Ils reportèrent leur projet des bas amoureux après les rituelles longueurs de piscine, cocktail au bar, douche et dîner. Éléonore avait enfilé pour le dîner une courte robe portefeuille à l'encolure asymétrique, avec un motif tropical à dominance violet et rose, et glissait derrière son oreille gauche une fleur d'hibiscus d'un rose vif. François n'avait qu'une envie, lui enlever cette robe, mais il dut patienter. Son attente fut largement récompensée, comme purent en juger ceux qui passèrent à proximité de leur bungalow en entendant les gémissements de plaisir des deux amants. Mardi 4 novembre 2014. Le couple commençait sa seconde journée de randonnée dans le cirque de Mafate. Ils étaient partis la veille pour une boucle en partant de Debras et ils avaient passé la nuit à l'île et à Bourse. Pour atteindre Debras, ils s'étaient rendus jusqu'à la rivière des Galets, à côté de la Possession, où ils avaient garé la voiture sur le parking et avaient parcouru la piste jusqu'à leur destination à bord d'une navette 4x4 au milieu de paysages époustouflants. Cette randonnée de 2 jours avait pour objectif de visiter le plus d'îlets possible avec une grande diversité de paysages. Marche sur le lit de la rivière, passage en forêt, à flanc de montagne et de superbes panoramas sur le cirque. Ils avaient commencé par le plus dur, avec le dénivelé positif le plus important, l'ascension vers le village d'Horaire, siège de la seule école de Mafate durant la matinée. Ils avaient quitté Debras en suivant la piste qui longeait la rivière des Galets en direction de la Porte, où ils avaient traversé la rivière pour la 4e fois et bifurqué à gauche vers Horaire. Après la montée de plus de 2 kilomètres, ils avaient passé la source Cabri et avaient pris le sentier descendant vers le Bras-Doucy et Cayenne, mais à l'intersection suivante, ils étaient partis à gauche vers Horaire. Ils avaient fait leur pause déjeuner au snack-bar de ce joli îlet fleuri où poussaient caféiers, bibasses, pamplemoussiers et orangers, et avaient pris un peu de repos sur les aires gazonnées avant de reprendre leur route sac au dos. Ils avaient discuté un moment avec les habitants, pour la plupart des yabs ou petits blancs, accueillants et très curieux de faire connaissance avec ce couple de oreilles si bien assortis et agréables à regarder. Même en tenue de randonneur, leur pouvoir de séduction était aussi opérant qu'en tenue de soirée. D'ailleurs, François trouvait sa femme très sexy, en short beige et débardeur court turquoise. Leur randonnée s'était poursuivie en direction de l'Îlet-à-Malheur, un très beau village, avec en plein cœur son église, coincée entre la Grande Ravine et la ravine Bémal. Il devait ce nom sinistre à un affrontement sanglant qui avait eu lieu en 1829 entre les détachements commandés par Guichard, un chasseur de primes, et une quarantaine de Noirs marrons. L'école à classe unique y était en cours de restauration. De là, ils avaient continué leur chemin vers le lieu-dit La Plaque, puis l'Îlet-à-Bourse, avec une marche beaucoup moins sportive que celle du matin. Il n'y avait qu'une difficulté sur la partie du sentier à flanc de montagne.
L'îlet à Bourse était un des îlets les moins fréquentés de Mafat, à plus de 1000 mètres d'altitude. Tout au long, leur itinéraire leur avait offert un enchantement continu, avec des panoramas exceptionnels et uniques sur le cirque et ses vertigineux remparts aux crêtes effilées. Le gîte où ils avaient réservé une chambre double, située en bordure d'une forêt de Philaos, jouissait d'un panorama sublime. Au soleil couchant, ils s'étaient installés serrés l'un contre l'autre pour jouir de la vue incroyable depuis les hauteurs sur le somptueux Piton Cabri jusqu'à l'océan au loin. L'îlet à Bourse était le seul îlet à proposer ce panorama inégalé des hauts de l'île jusqu'au port. Le carré du soir concocté par le propriétaire avait été un délice, et ils avaient eu la chance d'avoir de l'eau chaude, les panneaux solaires ayant bénéficié d'une luminosité exceptionnelle. L'ambiance de la soirée avait été sympathique et animée grâce aux instruments de musique traditionnels mis à disposition et que François et Éléonore avaient pu tester. La randonnée ne leur avait pas semblé difficile. Aussi avaient-ils encore de l'énergie quand ils s'étaient retrouvés au lit, mais ils s'étaient efforcés de rester discrets. Le jour venait de se lever. Les deux amoureux, détendus, s'habillèrent rapidement, avec les vêtements de rechange qu'ils avaient emmenés, pour aller prendre un petit déjeuner avant de reprendre leur marche. « Alors les Normands, bien dormis ?» leur demanda un des randonneurs, avec un petit sourire en coin, à leur entrée dans la salle. « Très bien, dit François. Dans un environnement pareil, nous ne pouvions que passer une bonne nuit. En revanche, j'espère que nous ne vous avons pas empêché de dormir. »« Ça a été, mais je croyais qu'on nous conseillait de prendre des boules caisses à cause des ronflements. »« Ce n'était apparemment pas la seule raison, » répondit le randonneur en riant. « En tout cas, bravo pour l'endurance. »« Question d'entraînement régulier, » précisa très sérieusement François, « et surtout une partenaire exceptionnelle. »« Deux partenaires exceptionnels, » crut bon d'ajouter Éléonore un peu rougissante. François la prit dans ses bras pour un long baiser. « On se calme, les Normands, » dit le propriétaire des lieux. « D'abord, vous devez déjeuner avant de repartir. Vous avez du chemin à faire pour terminer la boucle. »« À vos ordres, patron, » répondit Éléonore. À 7h30, après avoir remercié chaleureusement leur hôte, ils étaient repartis dans la direction de Grand Place, l'îlet le plus peuplé de Mafat, puisqu'il regroupait en fait 3 îlets. Grand Place-les-Bas, appelé aussi Cayenne, et dont l'église abritait la plus vieille cloche de l'église, Grand Place-École et Grand Place-les-Hauts. Ils descendirent vers le col Quichenin, puis traversèrent une petite forêt de Philaos avant d'arriver à Grand Place-les-Hauts. Au niveau du gîte des Bougainvilliers, ils se dirigèrent vers Grand Place-École, puis rejoignirent Cayenne avec ses cases créoles regroupées de part et d'autre d'une allée centrale, toujours fleurie, qui lui donnait une allure de petit village. De là, ils embrassèrent du regard l'entrée du cirque, devinant la fumée des boucans de l'îlet des Lataniers. À l'entrée se dressait une petite chapelle, près d'une très belle plateforme herbeuse, où était situé le gîte Grand Place Cayenne. Éléonore avait acheté de quoi pique-niquer. À la sortie de Cayenne, en arrivant à la dernière maison isolée, après avoir suivi le sentier de contournement mis en place par l'ONF, à cause d'un éboulis, un sentier montait à gauche et les amena à une intersection. Ils ignorèrent le sentier partant à gauche et continuèrent à monter. Ils aperçurent Cayenne à droite, puis légèrement à gauche de la rivière, l'îlet des Lataniers, pendant l'ascension vers le col au pied du Piton Tortue. À partir de là, ils amorcèrent une descente, tout au long de laquelle le panorama était somptueux. Vers la falaise surplombant le bras d'Oussy, le passage était sécurisé avec une main courante solidement ancrée dans la falaise. Ils parvinrent rapidement à la passerelle jetée sur le bras d'Oussy et son vide impressionnant au-dessus de la rivière des Galets. Ils continuèrent à monter tout droit, évitant le sentier qui allait à droite, passèrent la source Cabri et descendirent vers la rivière pour la traverser et arriver à la porte. Le couple s'y arrêta pour se restaurer. Là, ils suivirent la piste le long de la rivière des Galets, comme à l'aller, mais en sens inverse, jusqu'à Debras où le 4x4 devait les récupérer. Rentrés tôt à leur hôtel, ils n'avaient qu'une idée, se détendre après cette randonnée. « Tu sais ce que j'ai envie de faire avec toi, mon amour, dit Éléonore. Je ne vais pas tarder à le savoir, mais je sens que ça devrait me plaire, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu dirais d'un massage tantrique ? Je suis partant. » Elle ferma les rideaux, voilà les lampes, sortit son tapis de yoga, posa dessus un drap de bain, présélectionna une playlist sur son smartphone, sortit son flacon d'huile de coco, que la température ambiante maintenait liquide et tiède,
pendant que François se déshabillait. Elle ôta son débardeur kaki, son short et ses sous-vêtements. « Assieds-toi en tailleur face à moi. Ferme les yeux et recentre-toi sur ton corps. Prends plusieurs respirations. Scanne ton corps. » Elle le fit en même temps que lui et synchronisa sa respiration avec la sienne. « Donne-moi tes mains. Ouvre les yeux, regarde-moi. » Ils se regardèrent pendant quelques minutes. Puis Éléonore mit ses mains en Anjali Mudra. « Maintenant, allonge-toi. Installe-toi confortablement. » Éléonore commença à masser François, qui était couché sur le ventre, avec les mains enduites d'huile de coco, très doucement, lentement, avec de larges mouvements enveloppants de chaque partie du corps, de haut en bas et de bas en haut. Elle était présente pour lui, écoutait son corps à lui, ses sensations pour adapter les gestes de massage. Au bout d'une demi-heure, elle essuya son corps et lui demanda de se mettre sur le dos pour poursuivre le massage, les mains toujours enduites d'huile de coco tiédie sur chaque centimètre de corps de François. Elle était entièrement concentrée sur lui, sa respiration, ses réactions pour des gestes plus doux ou plus appuyés selon ce qu'elle percevait. Elle n'utilisait pas que ses mains, tout son corps participait au massage. Elle touchait chaque partie du corps de François sans que l'objectif soit sexuel. L'objectif était la détente. Ce qu'elle recherchait, c'était une complète connexion. Toutefois, les frémissements ressentis le menèrent à une érection et à l'orgasme. Après une nouvelle demi-heure, elle essuya de nouveau le corps de son partenaire. Elle lui demanda alors de s'asseoir en tailleur face à elle. Elle lui prit les mains, synchronisant sa respiration avec la sienne, puis de nouveau ils se regardèrent les yeux dans les yeux avant de joindre leurs mains sur leur cœur en Anjali Mudra. « Je te laisse reprendre contact avec la réalité. Continue à respirer calmement. » Elle fila sous la douche et en ressortit 5 minutes après, enveloppée dans un drap de bain. François était toujours assis en tailleur, les yeux fermés. Elle s'agenouilla près de lui, prit son visage entre ses mains et effleura ses lèvres. « Mon amour, ouvre les yeux. Je suis tellement bien comme ça. Embrasse-moi encore. » Éléonore s'exécuta et déposa un baiser léger sur ses lèvres avant de se reculer. Il finit par ouvrir les yeux. « Tu m'as l'air bien détendu en tout cas. Mais il va être l'heure d'aller dîner. Donc il va falloir te rhabiller. Mais avant, une bonne douche me semble indiquée. J'ai comme l'impression que tu n'as pas l'intention de la prendre avec moi. »« Non, j'ai déjà pris ma douche. Et surtout, je te vois venir. Mais pour ça, on verra après le dîner, répondit-elle avec un sourire. Elle enfila une robe d'eau nue bleu azur avec un profond décolleté et fit une tresse épie avec ses cheveux. François émit un sifflement d'admiration en sortant de la douche, mais resta à distance et alla sagement s'habiller. Ce n'est qu'une fois près qu'il s'approcha d'elle par derrière et l'en serra dans ses bras pour l'embrasser dans le cou. « Surtout, on ne traîne pas. J'ai envie de me mettre au lit de bonne heure. »« Pas de problème, nous prenons notre petit cocktail, dîner rapide et dodo. » Qui t'a parlé de dormir, ensorceleuse ? Généralement, après un bon massage fait pour détendre, on a très envie de dormir, assura-t-elle moqueuse. Elle serra son étreinte, laissant glisser une main dans le décolleté d'Éléonore. Ton massage m'a tellement relaxée qu'il a dû ouvrir tous mes chakras, surtout le deuxième, et l'énergie circule. Tu m'en diras tant. Alors, ne perdons pas de temps. Mais elle était à 2 doigts de craquer. Ils allèrent au bar prendre un cocktail, ne s'y éternisèrent pas. Au passage, Éléonore avait cueilli une fleur de frangipanier que François avait eu l'habitude d'entendre appeler tipanier à Tahiti, pour la glisser derrière son oreille gauche. Au restaurant, leur choix fut rapidement fait et se porta sur le pavé de légine, bouillon à la citronnelle et coriandre, julienne de légumes, puis un tartare de fruits, sorbet hibiscus. Puis, ils eurent droit à leur test de rhum arrangé, en double. « Puisque vous n'étiez pas là hier, leur dit le serveur avec un clin d'œil. « Vous voulez me saouler, dit François en riant. « Il faut que je reste en pleine possession de mes moyens, ajouta-t-il tout bas. « Je ne m'en fais pas pour vous, rétorqua le serveur avec un sourire entendu. Éléonore n'avait pas fait attention à l'échange et testait le premier rhum arrangé. « Fruit de la passion, dit-elle au bout d'un moment. « Bravo. Et le second, demanda le serveur. « Attendez, je bois un peu d'eau avant. » Elle testa le second rhum arrangé et semblait hésiter.
François testait de son côté. « Il y a de l'ananas, mais pas seulement. »« Bon début, dit le serveur. »« Du combava aussi, ajouta Éléonore. »« Vous y êtes presque. »« Du poivre, peut-être. »« Non, c'est pas ça. »« Vous brûlez. »« Je sais. »« Du piment. »« Eh bien, encore bravo. Vous avez du palais. »« Oui, mais je vais être pompette. Sur ce, il vaut mieux que j'aille me coucher. Bonne nuit, à demain soir. » Le serveur les regarda partir tous les deux en souriant. L'air extérieur leur fit du bien. François enlaça sa femme et la serra tout contre lui. En rentrant, elle but un grand verre d'eau et se jeta sur le lit avant de montrer à son mari la place à côté d'elle. « Maintenant, à nous deux, professeur Vasse. Je veux vérifier si l'énergie circule aussi bien que tu le dis. »« Je croyais que tu avais oublié, dit-il en s'allongeant sur elle. »« Oublié de faire l'amour avec toi ? Impossible, mon bel étalon franco-italien, répondit-elle du tac au tac, en le faisant basculer pour s'installer sur lui. Mercredi 5 novembre 2014. Leur nuit torride ne les empêcha pas de se lever tôt le lendemain matin. Ils avaient prévu d'aller dans le cirque de Cilaos et il fallait compter 1h30 de route pour y parvenir. En arrivant à Saint-Louis, François fut interpellé par une grande allée de cocotiers et de palmiers royaux. « Il n'y a apparemment rien au bout de cette allée, dit-il surpris. Il y avait un château auparavant, où séjournait de temps en temps le gouverneur de l'île, répondit Éléonore. Il a été démonté pierre par pierre au XIXe siècle. Sur le terrain, aujourd'hui, il y a l'usine sucrière du Gol. Vu tous les champs de canne à sucre que nous avons vus, là, je suis moins étonnée. Au fait, chérie, j'ai oublié de te dire quelque chose. La route qui monte à Cilaos est magnifique, mais c'est une route de montagne assez fatigante. Elle a même un surnom. Ah oui, et lequel? La route aux 400 virages. Seulement? Même pas peur, répondit-il en lui faisant un clin d'œil. Un peu après Rivière-Saint-Louis, ils découvrirent un décor sauvage de montagnes à pic. D'un côté de la route, une gorge profonde, de l'autre, un rempart rocheux vertical, puis un couloir de végétation. Graduellement, ils avaient quitté la mer pour monter dans les nuages. La route, effectivement très sinueuse, grimpait inlassablement, contournant ou traversant des tunnels généralement très étroits, ne laissant le passage qu'à un véhicule. Mais elle dévoilait des panoramas à couper le souffle. Ils avaient l'impression d'être au bout du monde. Ils s'arrêtèrent en chemin pour admirer la superbe ligne de crête partant de la fenêtre des Macs, en passant par les hauts sommets du Grand Bénard, de la crête des Trois Salazes et du Piton des Neiges pour redescendre ensuite vers le coteau Kervegen et le Dimitile. En fin de parcours, le massif du Piton des Neiges se dévoila dans toute sa splendeur. Arrivés à leur destination, Éléonore guida François vers le parking, rue des Thermes. Et ils partirent à la découverte de Cilaos, main dans la main. Le centre-ville faisait penser à un village de haute montagne, sans les pistes de ski, vivant et agréable. Tout ce qu'il y avait à voir se trouvait dans la rue principale, avec notamment l'église du cirque Notre-Dame-des-Neiges. Dans les ruelles adjacentes, le couple put néanmoins admirer quelques belles villas créoles. À quelques pas du centre, ils firent le tour de la Marajon, le petit étang de Cilaos. Ils remontèrent ensuite vers les Thermes pour prendre la route de Bras-Sec et atteignirent en quelques minutes la Roche Merveilleuse, un belvédère qui leur offrit un beau panorama sur le bourg et les montagnes. Une table d'orientation leur indiqua les pitons et les îlets. Éléonore montra à François la forêt toute proche, où les arbres créaient des taches différentes de vert. « C'est là que je t'emmène, dit-elle en s'accrochant à son cou pour lui effleurer les lèvres. Tu sais bien que je te suivrai au bout du monde? D'ailleurs, j'y suis. » Ils empruntèrent le sentier du parcours botanique, très ombragé, qui cheminait par quelques lacets dans la forêt de bois de couleur. Ils prirent tout leur temps pour apprécier l'ombre, la verdure, les rochers, les racines et les panneaux vieillissants, mais dont le texte restait lisible. Les rochers alternaient avec les racines quand ils n'étaient pas intimement liés. Un chemin menait directement à un bel affouche, après une descente un peu forte sur des roches. L'arbre était curieusement juché sur des roches qui l'emprisonnaient de ses racines. À chaque lacet, il y avait de nouvelles racines, toujours plus impressionnantes que les précédentes. Ils traversèrent une ravine à fond moussu, où le cheminement était néanmoins aisé, malgré quelques roches qui affleuraient.
Tous les 20 mètres, ils faisaient une halte pour admirer de nouvelles racines ou rochers abritant des arbres. Ils revinrent vers les thermes et se dirigèrent vers une grande fresque résumant le thermalisme en quelques dessins humoristiques pour emprunter le sentier tout proche qui, en quelques virages à angle droit, les rapprocha d'une piste forestière et d'une aire de pique-nique à la lisière de Cryptoméria. Leurs pas les menèrent dans la direction du plateau des chênes. Le sentier, en très bon état, passait entre quelques pins, mais très peu de chênes. À l'approche de la ravine Prudent, ils durent être vigilants pour ne pas rater le départ du sentier qui plongeait dans une mer de longose. Ils parvinrent très vite au bras des étangs, qu'ils dominaient de quelques mètres sans possibilité de le rejoindre. Ce n'est qu'un peu plus loin qu'ils purent descendre dans son lit, parvenant au bras sur quelques plaques basaltiques encombrées de rochers. La descente vers la cascade l'eau chaude s'effectua sans problème sur ces plaques, sans qu'ils aient à se mouiller les pieds. Ils atteignirent très vite le haut de la cascade, qu'ils approchèrent en prenant garde à la glissade. Depuis les roches, la vue était très dégagée sur Cilaos, et une bonne partie du cirque en direction du Dimithil, de la fenêtre des Macs et de la mer. Ils profitèrent des panoramas enlacés pendant un bon moment, avant d'entreprendre la remontée du bras. Quelques petites chutes d'eau vinrent égayer la montée. Le couple pénétra petit à petit dans le canyon qu'ils dominaient en arrivant. Après une portion plus rocheuse, ils se retrouvèrent très vite devant le bassin bleu, qui tire surtout sur le vert. Ce bassin, peu profond et alimenté par un toboggan, était bordé d'une haute falaise en rive gauche et d'une barre rocheuse en rive droite. Le couple y resta un moment, mais le site aménagé au lieu de pique-nique était assez fréquenté. Les amoureux avaient choisi de sortir des sentiers battus pour parvenir à ce lieu, mais la plupart des touristes se garaient sur le parking proche du bassin. Pour le retour, ils grimpèrent sur les rochers pour longer en rive droite un sentier bien marqué. Une forte grimpette les amena à un sous-bois, puis sur le GRR1, qui traversait le bras des étangs sur un gué facile à négocier malgré les plaques parfois glissantes. 2 grosses roches marquaient le début de la remontée de la rivière et certains des petits bassins incitaient à la trempette, mais ils se contentèrent de faire une pause câline. Ils reprirent leur chemin jusqu'au gué et entamèrent la courte descente en cherchant le meilleur passage sans danger. Ils contournèrent une petite chute en sautant de roche en roche et atteignirent en quelques minutes le rocher utilisé pour remonter en rive droite. En parvenant au toboggan alimentant le bassin bleu, ils entamèrent une descente, puis reprirent la remontée jusqu'au gué et partirent à droite sur le GRR1. Ils retrouvèrent très vite la ravine Prudent et le petit sentier qu'ils avaient emprunté au départ. Il était près de 13 heures quand ils revinrent dans le centre de Cilaos. Ils déjeunèrent dans un des nombreux restaurants de la rue du Père Boileau, où ils avaient réservé, se fiant aux conseils qu'ils avaient reçus. Et ils ne furent pas déçus tant l'accueil était chaleureux et la cuisine excellente. À la suite de ce délicieux repas, ils repartirent vers les thermes récupérer leur voiture et prirent la direction d'Iléacorde. Après la première ravine, ils repérèrent à gauche le départ du sentier et se garèrent sur le bas-côté de la route. Ils s'engagèrent sur le chemin, d'abord à travers une forêt de Philaos, puis à découvert avec une vue sur toute une partie déchiquetée du plateau sur lequel se trouvait la ville de Cilaos. Après une première série de lacets, ils croisèrent l'ancien tracé du sentier de la cascade du Bras Rouge et suivirent la direction indiquée pour se rendre à la dite cascade. Le sentier plat filait plein ouest. Ils découvrirent alors, pour la première fois, la corne du rhinocéros et le pain de sucre au pied duquel se trouve une chapelle. Le sentier était en bord de falaise, mais pas vraiment vertigineux car protégé du vide par la végétation. Les amoureux surplombaient le bras des étangs qu'ils entendaient mais qu'ils ne voyaient pas. En revanche, ils apercevaient les flancs très déchiquetés du quartier du bras des étangs. Après avoir enjambé quelques ravines, le sentier rentra à nouveau dans un sous-bois de Philaos. Quelques virages plus loin, ils purent enfin voir pleinement le rhinocéros ainsi que le Grand Bénard ou encore le Château Fort, un gros bloc rocheux très prisé par les amateurs d'escalade. Après 15 minutes de descente, ils arrivèrent à une deuxième série de lacets, plus facile et moins raide que la première, après laquelle quelques trouées permettaient d'apercevoir le bras des étangs. Le sentier étroit était un peu plus vertigineux et passa sous une énorme roche coincée entre 2 parois, créant une arche naturelle indiquant la proximité de la ravine ferrière. Par la suite, le sentier longea de temps en temps des zones auparavant exploitées par l'homme, comme en témoignaient des murets de pierre.
Le Bras Rouge n'était plus très loin. Après quelques virages, la cascade Ferrière s'offrit à eux. Un peu plus loin, le sentier traversa la ravine Ferrière, en passant très près d'un bassin et de sa petite chute, avant d'amorcer une troisième série de lacets. La descente finale à la cascade du Bras Rouge. Le sentier était totalement à découvert et la pente plus forte. Le point de vue impressionnant sur la cascade du Bras Rouge, emblématique du cirque de Cilaos, était situé au terminus du sentier. Éléonore et François prirent quelques minutes pour admirer cette incroyable cascade qui prenait sa source dans l'ancien cratère du Piton des Neiges. Haute de plusieurs dizaines de mètres, elle tombait avec puissance, entourée de phylaos et d'eucalyptus, le long d'une roche blanche et très lisse. Ils revinrent ensuite au point de départ par le même itinéraire et repartirent par la fameuse route aux 400 virages. En redescendant, Éléonore demanda à François de se diriger vers les Macs, pour prendre la route forestière qui menait à la fenêtre des Macs, un belvédère perché à plus de 1500 mètres, avec un panorama sur les plus hauts sommets de l'île, le Piton des Neiges et le Grand Bénard. Au retour, ils se détendirent dans la piscine de l'hôtel avant de paresser sur les transats. François était tourné vers le bar. Un homme les fixait depuis un moment. « Chérie, il y a un type qui nous observe pas très discrètement depuis un moment, et à mon avis, ce n'est pas moi qui l'intéresse. Mais peut-être est-ce quelqu'un que tu connais ?» Éléonore rejeta un œil vers le bar, fronça les sourcils dans un effort de mémoire. « Ce mec ne me dit rien, pourtant sa tête me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à me souvenir. Il y a un moyen de le savoir. »« Je te connais bien, tu vas mettre les pieds dans le plat. »« Je viens avec toi, on ne sait jamais, » dit François en l'attirant à lui pour l'embrasser en glissant sa langue à l'intérieur de ses lèvres. Elle enfila un top blanc et une courte jupe portefeuille framboise par-dessus son bikini, et la main dans celle de François se dirigea vers le bar. Elle s'installa non loin de l'homme dont l'identité lui échappait. Le serveur les accueillit avec un grand sourire. « Professeur Vass, Madame Vass, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui ?» Le couple le regarda étonné, que là, il ne les avait jamais appelés par leur nom. Il remarqua leur surprise. « Ma copine est à la réception. C'est elle qui m'a dit comment vous vous appeliez. En plus, elle a déjà vu des interviews de vous, professeur. »« Je vois, » dit François. « Mais votre femme l'étonnait aussi, d'autant que j'ai trouvé des clips sur My Channel où une danseuse lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Comme dans tous les hôtels, les clients doivent fournir une pièce d'identité. Elle a vu votre nom de jeune fille et a découvert que vous étiez danseuse professionnelle. C'est donc bien vous dans les clips de Take That. »« Pourquoi le cacher ?» répondit Éléonore. « Mais tout ça remonte au début des années 90. Ce n'est pas votre décennie. C'est bien moi sur ces clips, comme celui de Cream, de Prince, ou de Suicide Blonde d'INXS et d'autres que j'ai oubliés. Je suis fan de la musique des années 80 et 90. C'est pour ça que je les ai vus. Et fan de Robbie Williams en plus. Mais je ne vous embête pas plus longtemps avec mes questions. » Éléonore et François se regardèrent incrédules, puis éclatèrent de rire. Ils se mirent à siroter leur cocktail. La jeune femme en avait oublié l'homme à côté d'elle. Ce n'est que quand le serveur lui demanda s'il désirait quelque chose qu'elle y repensa. Elle se tourna vers lui. Il la fixa avec insistance. « On se connaît ?» demanda-t-elle. « Je pense bien qu'on se connaît, Éléonore Ducé. Nous étions au lycée ensemble en seconde, répondit-il avec un demi-sourire et une lueur dans le regard qui ne plut pas à la jeune femme. Elle força encore sa mémoire et eut soudain une illumination. « Ludovic Corbier ?»« C'est bien ça. Tu n'as pas changé en près de 30 ans. Je suis ravie de te revoir après tout ce temps. »« Pas moi, » rétorqua Éléonore. « Toi non plus, tu n'as apparemment pas changé. Toujours ce regard aussi dérangeant. Tu continues à mater les filles en douce comme à l'époque, toujours exhibitionniste. Ça, c'était uniquement pour toi. Et les photos que tu prenais de moi en douce pour les revendre, on en parle ? Ah, je vois que certains ont vendu la mèche. Eh bien, j'en ai même fait mon métier. Je suis photographe pour des revues masculines. Au moins, tu as de la suite dans les idées. Ne me dis pas que tu as quelque chose contre les photographes. On ne voit que toi et ton mari dans les bouquins d'Alan Wilson. Je reconnais d'ailleurs qu'elles sont sublimes et qu'il n'y a rien d'érotique. Tu sais que tu pourrais faire une couverture de Playboy sans problème ? Dans tes rêves, Corbier, répondit-elle rageusement. Je m'en doutais que tu réagirais comme ça. Dommage. François riait sous cape. Un peu anxieux au départ, la tournure qu'avait pris l'échange l'avait plutôt amusé.
Soudain, une femme brune s'interposa entre Éléonore et Corbier. « J'étais sûre de te trouver là, Ludo. Tu ne peux pas t'empêcher de draguer toutes les minettes qui passent à ta portée, dit-elle avec colère. Enfin, j'ai bien vu qu'avec celle-ci, ton petit manège n'a pas marché. De toute façon, elle n'est pas vraiment ton genre, pas assez de forme. Allez, on va dîner, mais nous allons régler nos comptes après. » Et elle l'entraîna quasiment de force. François éclata de rire dès que le couple eut le dos tourné. Son rire se communiqua à Éléonore. Ils riaient encore quand ils rentrèrent dans leur bungalow pour se changer pour dîner. Quand ils arrivèrent au restaurant, Corbier et sa femme étaient à table. L'ancien camarade de classe regarda Éléonore en douce avec envie. Il n'était pas le seul à admirer la magnifique blonde vêtue d'une robe rouge à emmanchure américaine qui n'avait d'yeux que pour son mari tout aussi sexy qu'elle.